Salut Kevin, Salut Pablo, merci d'avoir accepté mon invitation. ça fait plaisir. Kevin, tu es auteur, tu es écrivain, tu viens de publier ton troisième roman aux éditions Le Nouvel Attila, ça s'appelle Que notre joie demeure. C'est un livre qui parle d'une architecte star. En fait, j'ai pas envie de décrire le livre. Non, mais je vais le laisser, mais j'ai pas envie de décrire le livre genre, en racontant son storytelling, enfin son script Mhm, ou sa narration, parce que je trouve que c'est toujours une façon un peu pauvre de raconter les mhm. livres. Non, en gros, ton livre, c'est une charge assez violente contre cette nouvelle classe, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, des ultra-riches. Et ce dont tu parles, c'est la conscience, en fait, que ces ultra-riches ont d'eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que tu essayes de montrer, c'est que maintenant, c'est une classe en soi et pour soi, en fait, pour reprendre la terminologie marxiste. Et donc, tu racontes les tensions, les aspirations et surtout la façon dont ils font l'expérience du monde en le dominant, en le souillant et en essayant quand même de justifier leur place à cet endroit. Est-ce que c'est ça que tu as essayé? Parce que là, je te fais, moi, ma proposition de description de ton livre, tu vois. Mais est-ce que c'est ça que tu as essayé de démontrer, cette conscience, en fait, de l'existence d'une classe nouvelle des ultra-riches? Ouais, ça m'intéressait beaucoup cette question-là de la conscience puis du rapport entre la conscience ou la vision de soi puis les privilèges. Tu sais, comment quand on est doté de très grands privilèges, on peut comprendre des discours qui les remettent en question ou non. Tu sais. Mm. Comment on peut les accepter puis comment aussi on se construit toute une série de scénarios, de discours, de positions pour, euh, pour, pour se remettre en question des fois, pour se faire des édifices de nos modes de vie, des édifices intérieurs. Donc tout ça m'intéressait, mais je voulais le faire d'une manière qui était très sensible envers mon personnage. Tu sais, c'est-à-dire que assez tôt dans la réflexion, donc évidemment, tu sais, ça partait d'une réflexion sur les ultra-riches. Moi, je trouve que c'est un grand problème politique aujourd'hui, là, que des gens aient autant d'argent dans un monde où les inégalités sont aussi fortes. Mais tu sais, je me disais, on fait pas un roman pour dire, voilà, je suis d'accord avec Thomas Piketty, tu sais, je pense comme lui. Tu sais, c'est pas intéressant. J'aurais fait un essai si j'avais voulu dire ça. Assez tôt dans le processus, il y a un texte de Judith Butler qui a été vraiment important pour moi qui s'appelle Against Ethical Violence, dans lequel elle défend l'idée que tout discours politique ou tout cadre politique qui nie l'humanité de ses adversaires pose une violence éthique, pose problème. Puis moi, je me demandais comment je peux critiquer certaines positions, certains réflexes de classe, certains privilèges, certains aveuglements volontaires aussi. Comment je peux critiquer ça tout en ne niant pas ce qui est possiblement en transformation chez mon personnage. Puis chez mes adversaires politiques aussi, dans un sens. T'sais. Je trouve que c'est une question qui est intéressante aujourd'hui, ça, pour la gauche, d'essayer de penser comment justement trouver un discours qui ne ferme pas la porte à la possibilité d'un changement d'opinion chez l'autre ou de transformation. Parce que si on fait juste lutter de manière oppositionnelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de changement collectif. Mais du coup, cette possibilité en fait de ces acteurs et ces actrices de cette classe des ultra riches d'exercer un regard critique sur ce qu'ils sont eux-mêmes et donc leur possibilité de transformation, tu penses que c'est aussi une possibilité de salvation pour eux? Enfin, je veux dire, tu penses vraiment que à un moment ça va pouvoir être opérant en fait comme transformation? Ben, tu sais, moi, j'ai écrit un roman, fait que je me prononcerai pas sur l'application politique, sociale, immédiate de cette idée-là, mais je vois pas comment on peut espérer une distribution meilleure de l'argent, des capitaux, je sais pas, une confiscation ou des plafonds salariaux. Je sais pas comment on peut envisager ça sans avoir des riches de notre côté, en fait, pour le dire platement. Là. Puis je pense aussi que quiconque a une conscience, puis qu'il y a des gens qui en ont pas beaucoup, puis qui s'en foutent, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont travaillés par les doutes, par la remise en question. Moi-même, je suis comme ça, tu sais, je me remets toujours en question, puis je doute généralement de mes positions, puis je pense qu'il
faut accepter, faut laisser la place aussi à ces zones-là d'opacité humaine. Il faut leur laisser la place pour s'exprimer politiquement. C'est assez marrant parce que j'ai pas tellement lu le livre comme ça, mais c'est toute la force aussi de ton livre, tu vois. Mais moi, les interrogations, notamment qu'a le personnage principal, Céline, donc qui est cette architecte star multimillionnaire, blablabla, les interrogations qu'elle a, moi j'étais là genre mais ta gueule en fait. Enfin, genre, j'avais l'impression que c'était du bullshit total en fait. La façon dont elle-même essayait de se rattacher à ses origines, essayait de justifier sa place dans la société, etc. Et j'ai cru en fait que c'était ça la proposition. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, toi, tu prends ces réflexions pour argent comptant. C'est-à-dire que dans une certaine manière, tu la dédouanes d'une certaine responsabilité quant à sa place hyper dégueulasse dans la société. En fait, ce que j'essayais de trouver, moi, je voulais justement que les discours, on puisse soit y croire ou non. Ce que je cherchais, en fait, c'est une vérité pour mon personnage de ces discours-là. Mais c'est sûr que je me suis inspiré, j'ai lu des entrevues, j'ai écouté des entrevues avec des gens très riches, puis je me suis beaucoup intéressé à leur manière de justifier eux-mêmes leur position dans le monde. Puis il faudrait aller dans le détail dans le livre pour que je dise à chaque fois si je suis d'accord ou non avec mon personnage. Des fois, je le suis, des fois, je le suis pas. Mais ce qui m'intéressait, c'est de trouver une espèce de rapport non-binaire à ça. T'sais. Donc, il y a quelque chose de plus ambivalent. Puis surtout que le lecteur ou la lectrice, comme toi, puisse être invité dans le roman, ait sa place dans le débat, puis puisse se positionner par rapport à mon personnage. Parce que, de mon point de vue, il y a toujours un péril quand on écrit à faire autorité sur notre texte ou sur nos personnages. Moi, je cherche des formes de narration qui n'exercent pas une autorité trop grande sur le texte. Parce que là, pour moi, il y a un problème politique aussi, mais qui passe par l'esthétique. C'est-à-dire, moi, de mon point de vue, on n'écrit pas des livres pour dire aux autres quoi penser ou pour se placer au-dessus de nos personnages puis dire « Ah, voici comment ceux-là sont bons, ceux-là sont mauvais, puis moi, j'ai tout compris parce que je suis au-delà de ça. Moi, je me vois au-delà de personne. J'ai l'impression, moi, je suis dans une commune abjection avec le monde entier. Puis j'avais vraiment envie de trouver une forme qui se plaçait au niveau de Céline, puis de laisser surtout la place aux lectures comme la tienne. Puis je pense que le roman a besoin de ça, a besoin de laisser un lieu d'inscription pour la subjectivité extérieure, parce que sinon, on dialogue avec personne, en fait. Alors, permets-moi quand même de noter une contradiction avec ce que tu viens de dire là. Il y a eu une polémique, c'était juste avant l'été, qui a mêlé toi et le Premier ministre de ton pays, du Québec, Du Québec, qui... En gros, il a fait un post sur un réseau social disant qu'il avait énormément apprécié ton livre et qu'il s'était, dans une certaine mesure, identifié au personnage de Céline en disant, voilà, le monde, en fait, il est fait de nuances et ce que propose Kevin Lambert, c'est un monde de nuances, blablabla. Et toi, tu lui as répondu, mais mon gars, t'as rien compris à ce que j'avais écrit, t'as lu à l'envers, et si tu crois que lire, c'est juste, enfin, tu as nié, en fait, sa lecture. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que tu es en train de me dire là. Ouais. Donc, comment tu justifies ce que tu as écrit il y a 2 mois? Je suis aussi un homme de contradiction et d'opacité, mais en fait, je trouvais que c'était différent. C'est-à-dire, généralement, je défends toutes les lectures. C'est-à-dire, je pense que s'il y a une vérité d'une œuvre ou d'un texte, elle est de toute manière publique, cette vérité-là. Donc, elle nécessite des lectures qui viennent de différentes personnes, encore une fois, dans une idée un peu anti-autoritaire. Quand, par exemple, un chef d'État parle d'un livre, puis il faut dire qu'au Québec, il y a une grosse crise du logement très importante, on en parle beaucoup dans les médias, puis on en a particulièrement parlé ce printemps, puis au début de l'été. Puis c'est au courant de l'été que le premier ministre a mis mon livre de l'avant. Puis mon livre décrit le phénomène de l'embourgeoisement, puis la conséquence qu'a la construction d'un édifice sur le tissu urbain, puis sur le tissu social montréalais. Donc, je trouvais que la sélection du livre, puis surtout sa manière de le résumer, donc lui, il résumait ça comme... son résumé, je vais le citer, c'était des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement. Je trouvais que
son geste, en fait, c'était un geste de réduction signifiante. C'est-à-dire, c'est comme si je disais Illusion perdue de Balzac, oh, un roman sur la difficulté d'être entrepreneur. C'est ridicule, c'est comme c'est mettre de côté tellement d'aspects du livre, puis c'est un peu ça qu'il faisait. Donc là, dans ce contexte-là, j'ai senti le besoin de répondre parce que c'est pas non plus un critique littéraire quelconque ou un lecteur sur un site web qui donne sa lecture. C'est quand même le chef de l'État. Il y a quand même disons, un pouvoir qui est lié à ça, puis une capacité aussi à orienter puis à décider du sens qui n'est pas la même que la mienne même. Puis donc, puis aussi, j'ai voulu rappeler le caractère capitaliste, pro-propriétaire, raciste des politiques de ce gouvernement-là. Puis c'est ça, tu as raison que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que moi, cette fois-là, j'ai utilisé mon autorité d'auteur pour dire vous avez mal lu, tu sais. Mais je pense que c'est aussi le citoyen qui parlait dans ce contexte-là. C'était pas une réponse non plus en littérature, c'était une réponse de l'humain, disons. Et il y a un mot qu'il a utilisé, moi, qui m'a intéressé, ce Premier ministre, dans son poste. Il a dit que c'était, en gros, un livre tout en nuances. Et ce mot nuance, en fait, toi, dans ta réponse, tu le nies. Tu dis non, il n'y a pas de nuance. Je suis dans un combat politique voici ce que je dis, voici comment je vois le monde. Est-ce que tu considères que la nuance, en soi, est un mot bourgeois, est un concept bourgeois? Ben, je pense que ça peut être utilisé dans tellement de contextes, puis que ça peut être même instrumentalisé politiquement, la notion de nuance, comme synonyme de censure par la droite, ça l'est d'ailleurs. Mais je sais pas, je connais pas assez le contexte discursif en France, mais le mot nuance en tant que tel m'apparaît comme assez neutre, là. Puis tu sais, je veux dire, ça serait dur pour moi de dire que les nuances c'est mal parce que j'écris des romans, puis ce que je cherche à faire, c'est de capter des singularités. Tu sais, je pense à des enjeux qui sont politiques, qui sont sociaux, mais je pense toujours à ces enjeux-là par des personnages qui ont un vécu, qui ont une expérience, qui ont une sensibilité. Puis donc, forcément, moi, je travaille avec une matière qui pourrait s'approcher de ce qu'on nomme la nuance, ou du moins la complexité, l'insaisissable. Donc, c'est ça, je ne peux pas me prononcer sur l'utilisation en France de ce mot-là, mais je pense qu'il peut être signifié par la gauche, si on veut. Quelle différence, ou est-ce que tu fais une différence entre les riches et les ultra-riches? Parce que ton bouquin, il est quand même plus sur les ultra-riches, tu vois, que sur les riches. Je te dis ça à dessein parce que moi, quand je fais des débats avec notamment des gens de droite, lorsqu'on parle des ultra-riches, c'est-à-dire en gros des premières fortunes françaises qui sont parfois aussi les premières fortunes du monde, on me dit... Je commence à dire que c'est pas possible qu'ils aient autant d'argent et on me dit oui, mais vous comprenez, est-ce qu'à 4 500 € vous êtes riche? Par mois, vous êtes riche. Et la question revient toujours, tu vois, il la rabaisse. Mais ils font 4 500 € à la seconde. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais moi, il me ramène aux 4 500 € par mois et on me dit, mais est-ce que ça, c'est riche, etc. Alors que je suis en train de parler des gens qui gagnent 4 500 €, comme tu dis, à la seconde. Donc toi, quelle différence tu fais, ou est-ce que tu fais une différence fondamentale entre les riches, les bourgeois, et qui est une classe en soi au Canada comme en France, comme partout, et ces ultra-riches? Ben oui, il y a une différence fondamentale pour moi. Ben je veux dire, je placerai pas la ligne là, aujourd'hui, là, je suis pas spécialiste de ça. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est vraiment les ultra-riches. Donc, c'est cette classe-là dont on parle beaucoup aujourd'hui, puis qui est assez récente historiquement aussi, là, posséder autant de richesses. Posséder $1 milliard, moi, je pense que c'est humainement, à cause de nos limites de cerveau, inconcevable. T'sais. On ne peut pas s'imaginer c'est combien d'argent. Puis en posséder 60 milliards ou 100 milliards, là, c'est dire comment c'est immense. Mais tu sais, j'ai beaucoup lu des travaux de sociologues sur la question, des travaux d'historiens. Puis moi, un des trucs qui m'a fasciné, c'est que tu sais, avec la bourse aujourd'hui, avec la manière dont les fortunes sont organisées aussi, qui sont très dispersées, qui sont dans des fonds inconnus un peu partout dans le monde, qui voyagent à la seconde. À un moment donné, j'étais tombé sur un texte qui expliquait que l'esprit humain aujourd'hui peut même plus suivre le cours de l'argent. C'est-à-dire que si on voulait suivre la fortune d'un milliardaire français, on n'y arriverait même pas de manière manuelle ou technique, t'sais. Parce que ça va trop vite, c'est trop dispersé. Donc ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment à cette classe-là que je m'intéressais, à ces gens-là qui possèdent des sommes extrêmes. Puis moi, je me dis,
j'arrête pas de penser à tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, tu sais, parce que c'est de l'argent, moi, je pense, qui nous est confisqué, parce que cet argent-là a toujours été accumulé sur le travail d'autres personnes, puis sur l'exploitation. On peut pas accumuler $1 milliard sans avoir exploité personne, c'est impossible. Puis donc voilà, c'est à vraiment cette classe-là des ultra-riches que je m'intéressais. Alors, tout à l'heure, tu en as un peu parlé, il y a la question de l'architecture qui est quand même centrale dans le livre. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que l'architecture, c'est bien sûr construire des bâtiments, mais c'est aussi construire l'architecture d'une société. Ouais. C'est ce que tu dis. Avec une particularité, lorsqu'on parle de cette architecte star qui est Céline, que elle, son territoire, mais comme celui des ultra-riches que tu viens de décrire, c'est le monde. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y a plus de limite. D'ailleurs, elle n'a jamais construit à Montréal, ouais. D'où elle est originaire. Est-ce que la question de cette spatialité de cette classe des ultra-riches, qui, voilà, est genre all around the globe, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, de leur rapport au monde? Ben c'est ça, tu t'en parles bien en fait, je trouve. Elle dit que le monde est sans frontières, tu sais, que tu peux. Puis moi aussi, je le vois comme une manière vraiment de s'éloigner des conditions concrètes puis matérielles de production, tu sais. Dans le sens que si tu construis un édifice à Abu Dhabi aujourd'hui, puis demain à Londres, puis après-demain en Australie, ben peut-être que tu sais pas exactement comment ça se passe sur le chantier, tu sais, pour faire une métaphore, mais tu sais, je m'intéresse aussi à l'effet que ces constructions-là ont sur les quartiers, sur l'embourgeoisement, puis ça touche aussi des enjeux qui sont liés à des classes qui sont, disons, qui sont pas ultra riches, mais qui sont bourgeoises, puis qui participent, en tout cas, qui transforment, puis qui défigurent parfois les villes aussi. Mais moi, je pense que c'est dans cette manière-là, dans ce mode de vie-là très jet-set, très international, forcément, par les conditions de vie, tu sais, je pense pas que c'est volontaire ou du moins, en tout cas, du moins c'est confortable peut-être, mais par leurs conditions de vie, c'est des gens qui peuvent pas savoir comment ça se passe dans leurs usines ou pas. Tu sais, ils vont aller faire une visite une fois peut-être, encadrés par un patron, puis où on va avoir nettoyé tout, puis où les employés vont sourire pour la minute où le patron va passer, mais c'est impossible d'avoir une... Fait que moi, je le vois comme ça, comme une manière de... Puis on le voit même structurellement, physiquement, tu sais, comment se construire... à Montréal, on voit beaucoup dans les maisons d'architectes qui sont construites dans les quartiers parce que le phénomène que je décris aussi, qui touche le quartier où je vis, c'est que des blocs appartements sont rasés puis sont remplacés par des maisons unifamiliales d'architectes, donc souvent de nouvelles fortunes, de bourgeois. Puis même, je trouve qu'on le voit visuellement dans ces constructions-là, comment ils veulent se couper de la rue. Comment à Montréal, il y a des ruelles, puis dans les ruelles, c'est magnifique quand tu te promènes le soir parce que tu vois dans les maisons, tu vois dans les cours, les gens dehors et tout. Mais ces maisons-là de bourgeois, souvent, ils construisent des façades, tu sais, avec en bois, puis tu peux plus voir du tout à l'intérieur, tu peux plus voir. Donc, il y a vraiment une volonté de se couper de la rue, tu sais. Puis je pense que cette manière-là architecturale de concevoir l'espace, elle vient pas de nulle part. Ça vient d'un désir, justement, peut-être de s'éloigner du monde. Est-ce que tu m'as dit que pour faire ton bouquin, tu avais regardé des entrevues avec des milliardaires qui parlaient, etc. Est-ce que d'une part, tu en connais? Et d'autre part, est-ce que tu sais s'il y en a d'ores et déjà qui ont lu ton bouquin et le retour qu'ils auraient pu te faire en fait sur ton bouquin? Ouais, c'est intéressant parce que moi, je fais beaucoup de recherches quand je travaille. Tu sais, je rencontre des gens, je visite des lieux. Tu sais, j'ai rencontré plein d'architectes pour ce roman-là. Mais là, j'aurais voulu rencontrer des milliardaires, mais j'avais pas accès. Tu sais, fait qu'il y avait un élément aussi de distance là qui était posé entre moi et les milliardaires. C'est-à-dire que j'aurais même pas su comment, tu sais, approcher quelqu'un comme ça. Puis donc c'était vraiment intéressant. Puis ça posait vraiment un défi de création. Puis je me suis dit aussi, c'est pas anodin ce désir-là d'échapper au regard. Tu sais, c'est que je pense que c'est une classe sociale qui veut pas être représentée aussi, parce que quand on voit forcément le luxe, le faste dans lequel certaines personnes vivent, ben ça fait qu'on se questionne sur leurs privilèges, puis sur peut-être la légitimité de leur richesse. Puis donc j'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu dire « Ah, mais j'ai pas accès à ce monde-là, donc j'écrirai pas sur ce monde-là. » Mais j'ai plutôt trouvé que cette impossibilité-là était fructueuse dans la création. Puis le roman commence avec un courant d'air, donc c'est comme si j'arrivais à rentrer dans ce monde-là par un... Effraction. C'est ça, par effraction, puis par un courant d'air.
Puis, en fait, je me suis inspiré, c'est ça, j'ai fait ma recherche ailleurs. Puis, j'ai beaucoup lu, en fait, la littérature du début du 20e siècle, genre le roman moderniste, comme disent les Anglais, là, mais tu sais, Virginia Woolf, Henry James. J'ai écouté des films de James Ivory parce que c'était vraiment une époque où la littérature représentait exclusivement cette classe-là. Puis, je pense qu'il y a quand même des éléments affectifs qui demeurent, tu sais. Et du coup, est-ce que tu sais s'il y a des milliardaires qui ont lu ton bouquin? Non, je sais pas. Écrivez-nous. Moi, je leur demanderai. Moi, j'en connais quelques-uns, je vais aller leur demander. J'ai une dernière question, ou plutôt c'est pour te faire répondre à ce qu'un écrivain français, Nicolas Mathieu, donc, qui lui-même a gagné le Goncourt pour lequel tu es en lice. Hein, tu es dans la première sélection du prix Goncourt cette année. Et c'est très heureux. Nicolas Mathieu a fait un post sur son compte Instagram suite à une publication qui avait été faite, je crois, par ta maison d'édition, où tu expliquais que pour rédiger ton roman, tu avais fait appel à ce qui est appelé en anglais un sensitivity reader. Tu vois. Bon, c'est en gros, explique ce que c'est et explique ce que Nicolas Mathieu a considéré que c'était vraiment pas possible que des auteurs de littérature fassent usage de ce type de personnes et de procédés. Donc, explique ce que c'est qu'un sensitivity reader. Je pense que ça a commencé avec un malentendu, c'est-à-dire qu'il croyait que je disais qu'il était inenvisageable de critiquer les processus qu'on appelle de lecture sensible ou de consultation éditoriale. Mais j'ai jamais dit que c'était mal de critiquer quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment pas ma position. La phrase qui a porté à confusion, c'était une phrase où je disais que souvent les réactionnaires établissent une équivalence entre la lecture sensible et la censure. Peut-être explique ce que c'est que la lecture sensible. Donc, j'explique c'est quoi la lecture sensible. C'est quand on fait appel, dans un processus d'édition, à une personne sur un enjeu dans le texte. Donc, dans un sens, ça existe depuis toujours. Donc, tu sais, quand des écrivains vont dans les médias puis ils vous disent « J'ai écrit un roman sur la médecine, mais j'ai un ami médecin puis il l'a lu. » Donc, c'est une manière de dire qu'ils ont fait de la lecture sensible sans le dire. Le processus moi, il m'a paru important parce qu'un des personnages principaux du livre est un architecte noir, d'origine haïtienne. Puis, je ne suis pas noir, je n'ai pas la science infuse. Comme tout le monde, je peux commettre des maladresses. Puis, je voulais m'assurer de ne pas en faire. J'avais pas envie de laisser un truc involontairement raciste ou blessant ou quoi que ce soit dans mon livre. Donc, j'ai fait appel à une autre écrivaine qui est une poète, une intellectuelle, qui s'appelle Chloé Savoie-Bernard, une universitaire que j'admire beaucoup, qui est formidable, pour avoir un dialogue sur ce personnage-là, mais sur le roman aussi, parce que elle-même, elle n'appelle pas son travail la lecture sensible, elle appelle ça de la consultation éditoriale, parce qu'elle-même, c'est une éditrice. Donc, en fait, les commentaires allaient... puis, tu sais, les commentaires ont lieu pendant l'édition, comme quand tu travailles avec ton éditeur ou ton éditrice. Puis ces commentaires, ça allait de... Il y a un moment où je disais que le personnage rougissait. Puis là, il était comme, il y a la peau noire. Je pense pas qu'on voit qu'il rougit. Puis là, on a ri, puis je l'ai corrigé. Puis je suis très content de l'avoir corrigé. Ça aurait été stupide de mettre ça dans mon livre. Puis il y avait aussi des commentaires. Moi, je trouve que c'est ça, pour répondre à l'idée de la censure. Pour moi, c'est l'opposé de la censure. C'est-à-dire que je demande pas à Chloé de censurer mon livre. Au contraire, elle participe au processus éditorial de mon propre livre. Puis même dans ses commentaires, parfois, ce qu'elle me disait, c'est... un des commentaires qu'elle m'a dit, c'est intéressant, mais on dirait qu'on ne comprend pas ou on ne voit pas assez c'est quoi son rapport à Haïti. T'sais. Lui, il n'est pas né à Haïti, mais ses parents sont d'origine haïtienne. Puis elle dit ça, on dirait qu'on ne le voit pas assez dans ton personnage. C'est un bourgeois, il dirige une grande entreprise et tout, mais quand même, ça passe par où? T'sais? Puis ça m'a permis de travailler là-dessus. Je ne m'étais pas posé cette question-là de cette manière-là. Puis dans un sens, elle a amplifié ma liberté en me posant cette question-là. T'sais. Donc, tu sais, je veux dire, Nicolas Mathieu, je le respecte, puis c'est un écrivain admirable, puis je veux dire, il a le droit de vouloir protéger la littérature contre la morale ou quoi que ce soit, tu sais, c'est tout à fait son droit, mais je veux juste, moi, défendre ma position, puis je dis pas que tout le monde devrait faire le processus que j'ai fait, mais ma position, c'est juste de dire que c'est un processus qui est enrichissant pour la création, puis je pense que beaucoup d'auteurs auraient à gagner à le faire s'ils en ont l'envie, évidemment.
Puis moi, en tout cas, ça a été vraiment bénéfique pour moi, puis je vais le refaire pour mes prochains romans, c'est sûr. Oui, c'est ce que tu dis. Et c'est peut-être aussi En fait, le problème de Nicolas Mathieu, je pense que c'est qu'il s'est dit, oh là là, en fait, c'est un truc qui est en train de devenir pratiquement... Enfin, qui va peut-être s'imposer systématique, et peut-être qu'il va même être imposé par les maisons d'édition, pour ne pas laisser passer le type de propos racistes, sexistes, homophobes, tout ce que tu veux, tu vois, qui se serait glissé. Et lui, il protège la liberté de l'auteur. Ce qui est finalement une tension qui n'est pas inintéressante non plus. Tu vois, parce que est-ce qu'un auteur a le droit d'être sexiste, raciste, etc. et homophobe? C'est une vraie question. Au nom de la liberté de l'auteur, c'est une question qui est légitime à se poser. Je préférerais qu'il ne le soit pas. Complètement. Moi, j'avais pas envie de l'être. Donc, donc j'ai demandé de l'aide. Puis pour moi, ça s'inscrit aussi juste dans une démarche romanesque, puis une position aussi d'humilité, c'est-à-dire que je peux pas tout connaître, puis je me verrais mal. Puis je pense qu'aussi, les romans... En roman, il y a eu une longue tradition un peu de l'écrivain comme voyant. C'est comme si l'écrivain ou l'écrivaine avait accès à tout, à toutes les consciences, puis pouvait écrire autant du point de vue d'un migrant que d'un Afro-Américain, même si il est né à Paris. Puis je veux dire, ça a donné des textes extraordinaires, cette vision-là des choses. C'est juste que moi, c'est pas la mienne. Moi, j'ai plus une attitude... J'ai envie de comprendre comment les gens pensent, puis c'est pas nécessairement pour calquer non plus l'expérience de quelqu'un, ou c'est pas non plus une démarche seulement de fidélité, il y a de la trahison dans ce rapport-là, mais ça me permet du moins d'avoir une réflexion plus éclairée, je trouve, sur des enjeux que je connais de loin. En fait, j'ai une toute dernière question. J'ai parlé hier avec un critique littéraire français assez connu, dont je tairai le nom parce que je ne vais pas demander si je pouvais, si je pouvais dire en fait ce qu'il m'avait dit. Il a beaucoup apprécié ton roman. Et la première chose, c'est marrant, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu le posais comme question? Et la première chose qu'il m'a dite, il m'a parlé du soft power. Il m'a dit, demande-lui si Kevin a conscience en fait du soft power de la francophonie, en fait, qu'aujourd'hui, il va représenter, notamment au Canada, où, évidemment, la langue française est un peu menacée, entre très gros guillemets, par l'hégémonie de l'anglais. Est-ce que toi, tu as conscience de faire partie de ce soft power de la francophonie, ou est-ce que c'est quelque chose dont on n'a rien à foutre? Moi, j'aime bien la phrase de Jean Genet qui dit je n'ai jamais souhaité faire partie de la littérature française ». Je pense que je pourrais dire « je n'ai jamais souhaité faire partie de la littérature québécoise et je n'ai jamais souhaité faire partie de la littérature française non plus ». C'est-à-dire que je me vois pas comme le porte-étendard d'une nation. Je pense plutôt même la position de l'écrivain ou de l'écrivaine comme quelqu'un qui est traître à sa nation puis qui est traître à sa communauté, à ses communautés. Cela dit, d'un point de vue plus institutionnel, c'est vrai que je pense que la France regarde différemment le Québec depuis quelques années. Dans les années 60, puis jusqu'aux années 80 à peu près, il y a eu beaucoup d'écrivains québécois qui publiaient en France puis qui ont eu des carrières importantes en France. Puis je sais pas pourquoi, il faudrait faire une recherche là-dessus, mais à partir des années 80 jusqu'au début 2000, il y a eu comme vraiment une période de creux où là, il y a une distance qui s'est créée. Puis je pense que aussi avec le fait qu'il y a beaucoup de Français qui vivent à Montréal puis ou qui travaillent, etc. Il y a des ponts qui existent. Je pense que ça fait que depuis quelques années, il y a comme un retour. Puis là, j'ai l'impression aussi que le point de vue de la France sur le Québec il est moins folklorique comme il l'a déjà été. C'est-à-dire que je sens pas que les gens attendent de moi de faire des romans sur les grands espaces puis la cabane au Canada. Puis je prends les pires clichés, là. Mais j'ai l'impression que c'est plus un regard monolithique. Je pense que les Français ont compris que le Québec est une société traversée de tensions, elle aussi, puis traversée d'expériences différentes du monde, puis c'est tant mieux, tu sais, puis si je peux, si ma reconnaissance peut amener d'autres écrivains québécois à être lus ici, tant mieux, parce qu'il y en a des excellents, tu sais, puis je leur souhaite d'être lus aussi. Eh ben, merci beaucoup, Kevin, et j'espère que t'es nommé dans plusieurs prix en France, sûrement peut-être aussi au Canada, mais j'ai vu qu'il y en avait 3 en France, notamment le concours. Franchement, j'espère que tu iras loin dans ces prix, même si on s'en fout un peu des prix, mais bon, c'est quand même important. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Pablo.